Bonjour à toutes et à tous. Bon, je crois que le titre est assez explicite, mais néanmoins le contexte très rapidement pour introduire avant qu'on se présente tous les trois. Bon, je ne vais pas vous faire toute la vie du vélo, des mobilités douces. Tous les voyants sont au vert. Alors les voyants sont au vert, notamment post-Covid, en termes de pratique et d'attente des différents publics. Alors soit dans des déplacements pendulaires ou touristiques, mais on voit une montée très très forte de la fréquentation des différents itinéraires vélo. Les feux verts également au niveau des collectivités, et c'est pas nouveau, et on verra ça en détail avec Gilles, qui se saisissent de ce sujet-là pour plein de raisons différentes, et puis également feux verts, j'oserais dire presque financiers, avec, comme vous le savez, une ambition nationale du gouvernement sur le plan tourisme, mais également par le biais d'aides spécifiques au vélo par les agences régionales de l'ADEME ou d'autres dispositifs. Donc bref, une activité qui a tous ses voyants au vert, qui a le vent en poupe, une offre qui se structure, mais une offre qui est souvent un peu diffuse, un peu peut-être difficile à appréhender pour des gens qui n'ont pas toutes les clés du territoire. Et donc la grande question, c'est effectivement, on crée l'offre, mais il faut faire savoir le produit. Et donc c'est un peu le sens également de ce côté, faire connaître des produits qui peuvent être un peu confidentiels. Donc, en ce qui me concerne, mes racines sont bien françaises. Donc, c'est Olivier Amblard. J'évoquerai plutôt ma fonction de directeur général de Charente Tourisme, mais par ailleurs, je suis président de France Vélo Tourisme. Et puis, je laisse Gilles et Fabien, ou Fabien et Gilles d'ailleurs, se présenter. Donc bonjour, moi je suis le cofondateur maintenant de Loupi. Auparavant, j'ai 20 ans d'expérience dans le digital, dans une agence qui conçoit des sites pour les destinations, qui s'appelle Studio Juillet aujourd'hui, dont j'ai laissé la direction à l'équipe. Et moi je suis aujourd'hui consacré à Loupi depuis sa deuxième année d'existence. Voilà. Donc, je passe la parole à Gilles qui enchaînera derrière. Oui, j'ai un micro. Bonjour à tous, donc Gilles Guiral, moi je travaille dans une communauté d'agglomération dans le secteur de Royan, pour vous situer entre La Rochelle et Bordeaux, tout à fait au nord de l'estuaire de la Gironde. Voilà, c'est une petite collectivité de 30, c'est moi qui ai, de 33 communes avec une marge littorale importante, voilà, et qui est active sur le sujet du développement des sports, loisirs de pleine nature et bien sûr sur le développement des infrastructures vélo, puisque c'est le sujet qui nous occupe. Voilà, donc j'ai la rude tâche de vous tenir éveillé 20 minutes, je vais essayer d'y arriver. Voilà. En gros, on a un retour, un feedback d'une dizaine d'années sur ces sujets liés au développement du vélo. Ça correspond en gros sur le territoire à l'arrivée de la Vélodyssée, qui était le premier grand itinéraire européen qui a traversé le territoire. Puis sont venus ensuite le canal des Deux Mers, s'est développé ensuite des itinéraires départementaux qui ont donné une trame globale sur le territoire. Pour vous situer l'action au sein de la collectivité, on s'occupe bien sûr du volet équipement et développement des infrastructures cyclables. On développe tout un tas d'actions, de déploiement, de services, de communication autour de ces sujets. Et on réalise également l'animation de ces filières en relation directe avec les sociaux professionnels du territoire, que sont des loueurs de cycles ou que peuvent être des labellisés accueil vélo. Ce service-là au sein de la collectivité, il a la particularité d'avoir des transversalités fortes. On n'est pas tout seul dans notre coin. Le premier gros champ de collaboration avec d'autres directions, c'est effectivement le système d'information géographique. Je crois que vous comprenez tous pourquoi. Ça nous a permis de développer tous nos contenus en format numérique via le SIG. On a un deuxième champ de collaboration qui est aussi très important sur le volet transport et mobilité, puisqu'effectivement, le sujet du vélo percute à la fois la thématique loisirs, promenade, mais aussi la thématique du vélo utilitaire, du vélo du quotidien, des déplacements pendulaires. Et dans des territoires touristiques, je prends toujours cet exemple-là, quand vous avez une personne qui vient en vacances dans un camping, qui va à 10 h à la plage et qui revient à 17 h et qui utilise les pistes cyclables, comment on dissocie la pratique touristique de la pratique utilitaire, de la simple fonction de déplacement? En fait, il y a un seul et même sujet qui est celui de la mobilité douce et du vélo sur le territoire. Et bien sûr, la troisième collaboration forte, elle est avec un service, une direction de la communication qui nous permet de développer tous nos outils
que ce soit Internet ou que ce soit de manière plus classique les outils de communication en version print papier. Voilà, pour vous planter le décor. Donc en 10 ans, je vous disais, sur un territoire où vraiment on était vierge de tout ça, en 10 ans, on a bâti une proposition, voilà, on commence à approcher des 300 km d'itinéraires et de réseaux cyclables qui se sont structurés autour des grands axes européens, nationaux et départementaux. Et notre travail, nous, s'est attaché à développer des jonctions, de relier un petit peu tout ça pour permettre à la pratique du vélo et aux itinérants de faire toutes les digressions possibles et imaginables sur le territoire. Résultat, aujourd'hui, on est à 28 propositions de balades sur le vélo. Alors, c'est des combinaisons sur les différents axes que vous voyez là à l'écran. Ça représente plus de 2000 km de balades, de propositions de balades qui vont de 2 heures jusqu'à 3 jours de nuit sur le territoire avec un produit phare qui est le tour de l'agglomération Royan-Atlantique. Voilà. Nos actions sur le terrain, elles sont multiples. On a un gros travail effectivement de réalisation d'infrastructures à travers le schéma cyclable qu'on a mis au point avec les collègues du transport, mais aussi tout le travail de jalonnement sur le territoire, que ce soit le jalonnement directionnel et l'identification avec les numérotations d'axes, ou alors le jalonnement de destination, vous savez, de proche en proche, indiquer les chefs-lieux de communes, etc. Donc tout ce travail-là a été déployé, et c'est un travail de longue haleine, parce qu'au fur et à mesure que les axes se créent, il faut remettre les choses en cohérence. Ce qui était vrai au départ, il faut l'amener à évoluer avec des jonctions complémentaires. Donc c'est un travail qui est assez fin sur le terrain et qui occupe bien. On a travaillé également sur le déploiement des services. Je vais vous passer la frise avec les photos, c'est plus parlant. Le déploiement de services, parce qu'on se rend compte effectivement que c'est pas tout de prôner la pratique du vélo. Il faut identifier les besoins qui sont liés à cette pratique. Ça concerne par exemple, alors je vais vous parler du jalonnement et des indications de distance. Ça, c'est le premier niveau, c'est évident. On a travaillé également sur l'implantation de stations vélo, qui sont des bornes de gonflage avec des totems et des jeux de clés pour avoir des solutions de réparation légère, resserrer quelques boulons, regonfler un vélo, etc. On a sur nos infrastructures aussi, vous avez la petite image en bas, des systèmes de régulation sur les accès de nos pistes cyclables, parce que on est confronté à des pratiques un peu sauvages parfois, qui peuvent mettre un peu en danger les deux roues. On surveille tout ça. Puis on a un volet observation qui est aussi important, puisqu'on a maintenant implanté sur le territoire un réseau de 22 éco-compteurs qui nous permet de suivre le fonctionnement de nos itinéraires et qui nous permet de voir un peu les évolutions qui peuvent survenir. Alors on a bien vu passer la période de la crise Covid avec les grandes chutes, l'effet de rattrapage l'année suivante, etc., etc. Et sur les 2 dernières années, on observe bien un léger écroulement des fréquentations sur les périodes du plein été, juillet-août. Je pense que les épisodes caniculaires ne sont pas innocents. Par contre, les baisses importantes qu'on voit sur l'été se récupèrent sur l'intersaison. On est sur des croissances à plus de 12% sur la période printemps et automne, ce qui, au final, à la fin de l'année, finalement, on reste sur des fréquentations, là, sur 2-3 ans, qui sont à peu près stables, malgré ces pertes d'été qui sont importantes, parce qu'on a une grosse population touristique qui fait énormément gonfler les chiffres. Donc on pourrait croire que ça impacte le résultat final, mais en fait pas du tout. Dans nos actions de communication, je vous disais, on a un circuit emblématique qui est on va dire un court séjour, 3 jours de nuit, qui est un petit peu le format standard du séjour à vélo pour les territoires. On a la particularité en fait d'être un territoire proche du littoral, donc vous imaginez que la topographie c'est pas un gros sujet par chez nous. On est relativement plat et c'est un territoire qui est doté d'énormément de services, d'hébergement, de restauration, de sites de visite, qui fait que composer un séjour touristique sur ce standard-là, en fait, c'est très facile. On n'est pas dans des territoires qui sont vierges de services, où il faut un petit peu galérer pour trouver les ressources dont on a besoin. Et en fait, on se dit qu'on
on a un positionnement privilégié pour les primo-pratiquants de l'excursion à vélo. Et c'est un peu ce positionnement qu'on essaye de tenir à travers ce produit-là, bon, qu'on a scénarisé sur la base d'un carnet de voyage qui retranscrit un peu toutes les ambiances du territoire, parce que c'est assez varié. On est entre 2 estuaires, une frange littorale, un arrière-pays viticole. Enfin voilà, il y a pas mal de spots et de points de vue assez différents. Donc on a mis un petit peu en scène tout ça pour on va marquer notre positionnement sur cette filière vélo. Je vais vous parler de l'animation des filières. On est porteur au niveau du service d'un événement annuel qu'on appelle la fête du vélo, c'est original, dont l'origine était en fait de faire découvrir toutes les nouvelles réalisations. C'était pas juste l'idée de créer un moment festif, c'était bien un événement qui était au service du développement. Et année après année, on s'est attaché à faire découvrir aux gens toutes nos réalisations en matière d'infrastructure, de services, de jalonnement, où on s'est servi de l'événement pour mettre le doigt, au moyen d'un système de sécurisation des randonnées, pour mettre le doigt sur des manques dans le territoire. Et ça nous permettait d'aller un petit peu solliciter les élus en leur disant voilà ce qu'on observe, voilà le retour qu'on peut avoir avec les gens. Alors cette histoire-là, elle a démarré à 70 participants et elle a fini l'an dernier à 500 pour la 10e édition. On était partenaire avec la société Loupi qui nous avait fourni ces beaux t-shirts bleus. Voilà, c'est une belle période finalement qui a fait vivre la thématique du vélo sur le territoire et qui a permis à tout un tas de gens de venir pratiquer. On a fidélisé toute une frange de population là-dessus. Et ce qui est marrant de constater au bout de 10 ans, c'est que finalement, on a vu arriver le vélo assistance électrique qui était quasi absent au départ. On voit aujourd'hui une proportion qui est au moins à 50% sur cet événement-là de vélo assistance électrique. On a encore du vélo musculaire. Alors là maintenant c'est la mode des vélos rétro. Vous avez des vélos qui ressemblent à des antiquités, c'est des pièces toutes rouillées. Vous avez de plus en plus de gens qui sortent avec ça parce que c'est fun. Et on se retrouve avec 3 générations de participants. On a les petits, on a des enfants entre 7 et 12 ans qui viennent, qui font une boucle de 50 km sur des vélos musculaires. Il y en a qui ont fait ça. On a les parents qui sont là et on a les grands-parents. Et quand vous mélangez tout le monde, ça crée un événement assez convivial autour du vélo où finalement tout le monde arrive à cohabiter ensemble et ça se passe globalement bien. Et c'est une façon un petit peu de tuer le discours qu'on sent monter avec l'histoire du VAE qui sont toujours à 25 km/h sur les pistes, qu'il faut attention à rien, gna 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 gna. Vous connaissez le sujet. En pratique, la cohabitation se passe bien, c'est plutôt notre retour d'expérience. Pour aller plus loin sur la communication, on est classiquement, on va dire, sur des éditions de documents d'appel. Hein, c'est des cartes générales qui donnent en gros l'organisation générale des réseaux sur le territoire. Et ça donne une idée des circulations qu'on peut y pratiquer. Attelé à ça, on a un site internet qui s'appuie sur notre SIG, sur lequel on peut consulter tous les réseaux. Alors la particularité, ce que nous on a voulu, c'est qu'en fait tous les réseaux vélos et les autres réseaux de randonnée d'ailleurs, toutes les voies sont numérisées et on a géolocalisé tous les points de balisage. Et sur notre site internet, chaque point de balisage, quand on clique dessus, apparaît la dernière date de vérification. Comme ça, on sait, nous, parce que tous les systèmes de balisage sont vérifiés une fois par an, ça nous permet, nous, de tracer notre travail et d'avoir des éléments de réponse quand un usager nous dit votre panneau, il n'est plus sur le terrain, etc., etc. On clique et on sait si on est passé il y a 15 jours, il y a 6 mois ou il y a bientôt 1 an. Et on sait quoi répondre, ça nous permet d'instaurer un peu une démarche qualité avec les usagers. On a bien sûr créé une page Facebook dédiée. Alors l'idée, c'est pas de faire de la notoriété, c'était vraiment d'agglomérer des communautés de pratiquants. Hein. Traditionnellement, on ne cherche pas un Parisien dans le métro qui va liker une photo, c'est vraiment des gens qui pratiquent les itinéraires et qui veulent les découvrir. Donc on repartage là-dessus toute la proposition du territoire autour du vélo. On fait connaître les dernières réalisations, tous les aménagements, tout ce qu'on fait sur le terrain. Les difficultés qu'on rencontre avec, par exemple, des problématiques de dégradation. Ça permet un peu aussi d'alerter les usagers et d'éveiller un peu leur vigilance par rapport à ces problèmes-là. Et puis le carnet de voyage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un document
qui est un peu un petit carnet souvenir aussi que les gens ramènent quand ils sont venus sur le territoire, ou que les gens du secteur sont parfois bien contents aussi de faire passer à des amis, à des copains, en disant voilà ce qu'on a chez nous. Voilà, donc tous les éléments que je viens vous balayer en fait pour le confronter avec le sujet qui nous occupe, qui est celui de l'application numérique et de l'application Loopy. En fait, nous on s'est posé la question à un moment donné, comment on peut aller plus loin pour apporter tous ces services aux pratiquants, et comment on peut arriver à faire connaître tout ça, d'une part pour valoriser le travail qui est fait, et permettre aux gens de vivre une expérience positive au niveau de la pratique du vélo. Et en fait, une application numérique, en l'occurrence Loopy, elle est intéressante pour nous sur les 4 niveaux que je vous présente là, qui sont le réseau cyclable en lui-même, la pratique du vélo et ce que ça implique en termes de prise d'information, les services qui sont liés à la pratique du vélo, et tout le travail qui est réalisé sur le terrain au travers du fléchage directionnel et de destination. Le réseau cyclable, le premier point, ce qui est important pour nous, c'est de bien distinguer sur le territoire quelle est l'offre officielle dédiée au vélo. C'est un sujet crucial parce que quand on dit l'offre officielle, c'est une offre qui est créée et gérée par une collectivité. Ça garantit un certain niveau de service, de sécurité, et ça dit aussi que derrière c'est entretenu, il y a des gens qui s'en occupent. Et ça garantit également, alors pour le vélo c'est pas tellement le problème parce qu'on est généralement sur des voies de circulation ouvertes au public, mais on a la même chose sur des cheminements pédestres. Ça garantit aussi le caractère public de toute l'offre qu'on monte, parce que sur Loopy, c'est le service qui fait la saisie de la donnée, et on est en capacité de garantir ce niveau de qualité-là à nos usagers. Donc ça, c'est essentiel et ça nous distingue avec cet outil de toutes les plateformes collaboratives qui proposent des itinéraires où chacun va poser sa trace. Je pense à Strava, je pense à Komoot, à tout un tas d'applications comme ça, qui sont vraiment dans un autre champ d'activité, mais qui parfois peuvent nous poser problème sur le terrain, et on a des retours d'expérience comme ça qui sont pas toujours très heureuses. Le deuxième point, la pratique du vélo, une application numérique telle que Loopy nous permet de mettre en musique et de mettre en scène tout le travail de partage d'informations au travers des réseaux sociaux ou au travers du moyen simple et tout bête du QR code qu'on appose sur des pupitres de départ de sentier où les gens peuvent flasher le QR code, sont directement sur leur itinéraire avec un système de guidage. On essaye de relier en fait les différents outils de communication entre eux, et la plateforme nous permet de faire ce lien entre de l'édition papier, du site internet et la proposition de balade, plus le guidage sur le terrain. Ça nous permet également, pour tout ce qui est service, sur la base de la géolocalisation de nos services, de pouvoir rendre accessibles ces informations. Pour les gens qui ont une galère, un pneu crevé, qui ont besoin de trouver une pompe, ils peuvent trouver là-dessus les bornes de réparation par exemple. Et puis le jalonnement, le lien avec l'application numérique, c'est que finalement le jalonnement nous permet de décrire nos itinéraires sur Loopy, et Loopy permet de guider les gens sur le terrain avec notre réseau de panneaux, avec un système de guidage. Et on voit bien que les deux sont intimement liés, et que si on n'avait que un ou l'autre outil, ça ne serait pas aussi riche en termes d'information, et ça rassurerait peut-être pas autant les pratiques sur le territoire. Donc il y a vraiment tous ces éléments-là qui se mélangent et qui rentrent en fait sur une application numérique. Et on a pu en fait transformer la communication à ces 4 niveaux-là vers les différents usagers. Alors je dis usagers, vous êtes plus dans des structures touristiques, vous avez plus l'habitude de parler de clientèle touristique, mais en fait ce sont les mêmes usages derrière, c'est juste le niveau de connaissance du territoire qui va différer. Voilà, c'est des éléments qui sont essentiels pour nous. Loopy, c'est également, alors je vous parlais jusque-là du volet application mobile bien sûr, c'est aussi un site internet qui permet en amont des séjours ou des visites de consulter l'offre du territoire et éventuellement de sélectionner la donnée service qui est utile à composer un séjour. Hein. C'est des questions liées à l'hébergement sur le territoire essentiellement.
Le site internet Loopy, ou l'application en fait, s'appuie sur le fonds cartographique de l'OpenStreetMap que vous devez connaître, qui est ce fonds gratuit que tout le monde utilise parce que libre de droit. C'est aussi la base de données dans laquelle l'application, enfin celle-là et d'autres, parce qu'il n'y a pas que Loopy, on est aussi présent sur l'application Outdoor Active, elle va chercher la donnée qui est existante dans cette base. On s'est aperçu, nous, sur le territoire, qu'on était léger en termes de renseignements, et postérieurement à tout un travail d'inventaire qui avait été fait sur les aménagements cyclables, on s'est dit il va falloir qu'on mette à niveau cette base de données si on veut que derrière, les outils quels qu'ils soient, et particulièrement Loopy, soient performants. Donc ça vaut pour la cartographie des balades, s'il y a des chemins ou des choses qui ne sont pas renseignées en piste cyclable, donc les cartographies ne sont pas propres. Et c'est surtout que Loopy propose également un calculateur d'itinéraire entre un point A et un point B sur la base de sa connaissance des infrastructures vélo qui sont existantes. Et s'il ne les connaît pas, vous comprenez facilement que le calculateur d'itinéraire, il va avoir du mal à être pertinent. Donc on a fait ce travail avec un bureau d'études Cartocité. C'est un travail qui a duré quelques mois quand même, c'est assez long et fastidieux. De mettre à niveau l'outil cartographique, l'outil support, pour assurer et garantir derrière un bon fonctionnement de l'outil Loopy et des autres. Et c'est une façon aussi de reverser cette donnée cyclable dans le champ public et collaboratif. Voilà, donc ça c'est un élément essentiel qu'on n'avait pas vu au départ, mais qu'on a vite compris qu'il fallait qu'on s'en occupe. Pour vous donner un petit peu le résultat, alors là on est sur les chiffres de fréquentation du site web, donc on a aujourd'hui 104 propositions de balades qui se répartissent pour moitié en gros entre le vélo et les circuits pédestres. On a quelques circuits équestres, mais c'est vraiment anecdotique et c'est vraiment un sujet à part parce qu'on est sur des clientèles qui sont sur des outils vraiment dédiés liés à la pratique du cheval. Donc l'application mobile a démarré en 2019, on avait démarré le site internet en 2015. On s'est attelé à mettre en place des campagnes de communication qui ont concerné beaucoup d'affichage abribus sur le territoire, des campagnes de com sur les réseaux sociaux, sur internet, chez nos socioprofessionnels du territoire également, puisqu'on distribue nos documentations et on avait fait un système d'affichettes pour tous les loueurs de cycles par exemple, ou tous les hébergeurs qui sont dans le label Accueil Vélo. Et les chiffres, c'est cela. 2021, c'est 14 540 consultations de fiches, parce qu'on a le détail de chaque fiche, on peut reconstituer le top 10 des itinéraires les plus regardés. Et une évolution en 2022 qui nous amène à presque 26 300 consultations. Donc on voit bien là quand même le retour de l'effort de communication sur le territoire autour de ces outils. Et chose curieuse, enfin non, c'est pas curieux, c'est plutôt rassurant. Au travers de toutes ces consultations, on a identifié un retour d'expérience qui a été mauvais. Vous savez, généralement, vous avez 100 personnes contentes, vous n'en entendez jamais parler, vous en avez une de pas contente et vous entendez parler de ça. Voilà, c'est connu. Et on a un retour d'expérience négatif sur l'utilisation du calculateur d'itinéraire, mais on se doute qu'en fait c'est une mauvaise utilisation de l'outil de navigation, parce que je pense que la personne a confondu la rocade avec la contre-allée qui était à côté, et elle s'est retrouvée à vélo sur la rocade en nous disant qu'elle s'était jouée la vie, mais elle n'avait pas vu qu'il y avait une contre-allée sur le côté. Donc en fait, c'est même pas une réclamation par rapport à l'outil. Donc voilà, on est globalement plutôt satisfait de ces chiffres et du fonctionnement sur le terrain, parce qu'on se dit, vu le niveau de consultation, s'il y avait des choses qui n'allaient pas, je pense qu'on serait au courant depuis quelques temps. Voilà, pour vous dresser le portrait un petit peu de comment on a travaillé et relié un petit peu tous ces sujets liés autour de la pratique du vélo et des autres activités. Pour aller un petit peu plus loin, il y a deux éléments complémentaires sur lesquels nous, on appelle l'attention de nos partenaires, qui est celui de l'outil de signalement. Alors, on est, nous, traditionnellement embarqués sur l'outil Suricat, que vous devez connaître également, qui est l'outil du ministère des Sports, qui fonctionne plutôt bien, qui est simple d'utilisation.
L'idée serait d'avoir un module de communication avec la plateforme Loopy qui nous permette de recueillir les signalements avec les dysfonctionnements de balisage, les problématiques de, je sais pas, il peut y avoir des dépôts sauvages sur des itinéraires, enfin tout ce qui est habituellement signalé sur Suricat. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on a ouvert les discussions et qui devrait pouvoir évoluer dans le futur. Et le deuxième sujet qui est lié, alors on ouvre là une boîte de Pandore, mais ça devient de plus en plus important au travers du sujet de la mobilité. On sort vraiment du modèle du vélo loisir, qui est celui d'un calculateur d'itinéraire intermodal, qui aujourd'hui Loopy ne travaille que sur les itinéraires vélo, mais on a sur le territoire par exemple des outils de déplacement en séjour, on a un train touristique, on a 2 bateaux passeurs, et ces outils-là, enfin c'est compliqué, il faut aller chercher la donnée, à quelle heure on prend le bateau avec la marée, etc. Et l'idée serait de pouvoir agglomérer toute cette donnée sur le calculateur d'itinéraire de Loopy, de manière à pouvoir produire des trajets et des expériences de balade sur le territoire qui mixent ces différents usages, du vélo, du bateau, du bus, etc. Donc là aussi, c'est un sujet sur lequel on attend des développements dans un avenir assez proche, on va dire. Voilà, pour vous donner en gros le sujet du vélo et de l'application mobile sur le territoire. Merci Gilles. Que fait un CDT là-dedans ? Parce qu'en fin de compte, on est très territoire, on est très sur des problématiques de presque plus de loisirs ou de petite itinérance que grande itinérance. Bon, cette slide pour simplement mieux nous connaître, mais c'est pas la slide essentielle. Mais dans notre fonctionnement, alors historique à Charente-Maritime Tourisme, et puis depuis 2017, puisqu'on a fusionné avec les 2 départements, les 2 CDT ont fusionné de Charente et de Charente-Maritime. Donc Charente avec un S-Tourisme, on s'est posé la question des plus-values qu'on pouvait trouver pour accompagner toujours les territoires et les offices de tourisme. Et quelque part, on s'est rendu compte, grâce notamment à 2 territoires, bien sûr Royan Atlantique et Marennes-Oléron, que cette question du porter à connaissance, de l'outil, de la communication, du moyen de pratiquer son itinérance était commun aux 2 territoires qui avaient une certaine petite longueur d'avance, en tout cas sur ces problématiques par rapport à d'autres en Charente-Maritime, à l'époque, hein, ça date tout ça. Et à un moment, notre première démarche à chaque fois, et là je dépasse le cadre de la réunion d'aujourd'hui, c'est de se dire, s'il y a 2 territoires ou 2 offices de tourisme qui rencontrent les mêmes besoins, est-ce que c'est pas plus large ? Et donc posons la question aux autres. Et donc on a posé la question aux autres, et effectivement on s'est rendu compte que ce besoin était partagé par tous ou quasiment tous. Et du coup, comme à notre habitude sur d'autres sujets, hein, parce qu'on a souvent fait ça, c'est qu'on prend un peu on va dire le leadership en termes de pilote de projet, et on a rédigé un appel d'offres, donc un cahier des charges, un cahier de besoins, en lien bien sûr avec les offices de tourisme, mais on a pris un peu le lead là-dessus, et on a lancé un appel d'offres qui exprimait les besoins du coup des territoires. Et c'est la société, et à l'époque ça ne s'appelait même pas Loopy d'ailleurs, c'était Moustique je crois, hein, ou Loopy, mais bon, je suis vieux, je commence à avoir l'Alzheimer, et donc a été retenu, et nous dans notre idée c'était de co-construire également, c'est-à-dire que souvent il est très rare quand même que les besoins correspondent forcément à un outil qui existe déjà. Donc on a co-construit par nos besoins, par l'expression de nos besoins, et puis Loopy, lui, a travaillé sur la traduction de ses besoins en technique, en technologie, pour arriver à l'outil actuel. Et notamment, on a co-investi avec nos partenaires fondateurs, hein, qui étaient Marennes-Oléron et qui étaient Royan Atlantique, et on a co-construit et cofinancer cette solution. Donc une des premières plus-values de la structure dans cet exemple-là, mais qu'on retrouve dans d'autres exemples, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité d'accompagner les territoires pour formaliser leurs besoins, faire du sourcing, lancer les démarches, voire co-investir
pour apporter une solution. Alors c'est le cas ici, mais ça a été le cas historiquement également dans notre SIT, puisqu'on n'avait pas pris un SIT existant, mais on avait fait développer un SIT qui répondait parfaitement à nos besoins par une autre société qui s'appelait Ayadine à l'époque. Donc ça, c'était le début. Et puis après, on a lancé. Et quel est notre niveau de plus-value? C'est que quelque part, on appelle ça le Club Loopy des Charentes, mais quelque part, c'est le fait de dire, on a créé cet outil, il a été déployé, mais on est toujours dans une amélioration continue. C'est ce que évoque un peu Gilles aussi dans aller plus loin. Donc on rassemble les offices de tourisme, les principaux utilisateurs pour faire un point, pour voir éventuellement les évolutions à améliorer. Donc on est vraiment dans une démarche d'amélioration constante, de centraliser, d'essayer de voir aussi ce qui est possible, pas possible, pour ne pas se trouver avec une liste de courses pas possible. Et puis ensuite, c'est Loopy qui voit s'il peut y répondre et dans quel timing et dans quel coût. Donc, et avec du coup toute une série de constructions, d'actions collectives, également de promotion ou autre. Donc une fonction, une plus-value d'animation territoriale, une plus-value également de coordination du déploiement, j'en ai déjà un peu parlé. Ça a été bien évidemment, une fois qu'on a développé l'outil, avec les partenaires fondateurs, on va dire ça comme ça a été bien évidemment de le présenter aux autres, mais aux autres dans un cadre plus technique, pour qu'ils puissent être pris en main. Ça veut dire qu'il y a eu des conventionnements, puisque nous partons du principe que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, ou pas beaucoup, et qu'il est hors de question, par contre, que ça soit une structure départementale qui soit seule à financer, alors que ça répond à des besoins locaux. Donc on est toujours dans des co-constructions et des modèles économiques, et donc on conventionne bien évidemment avec les structures, puisqu'il y a une mise à disposition de l'outil contre un modèle économique entre les territoires et nous, et ensuite entre nous et Loopy. Accompagner bien évidemment les techniciens pour tout ce qui est mis en place, l'accompagnement de la gestion, enfin mettre le pied à l'étrier pour avoir l'outil qui correspond aux besoins, mettre le pied à l'étrier pour que les techniciens, notamment des offices de tourisme, mais pas que, puissent le prendre en main et l'utiliser, et puis animer pour voir effectivement toutes les actions collectives amélioratrices qui peuvent être intéressantes à développer. Bien sûr, dans une volonté d'interopérabilité, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de rassembler toute une série d'intégrer toute une série de données tierces. Bien évidemment, alors le SIT, différents contenus, et on a changé depuis quelques années de SIT, on a fait le choix de l'écosystème Apidae, et c'est effectivement de caler un peu toutes ces interconnexions et de faciliter les échanges de données et les connexions entre la data. La communication, rien de révolutionnaire. Ce que font les offices de tourisme, on le fait d'une certaine manière aussi. C'est-à-dire que, bien évidemment, on est à l'échelle départementale un relais web et print de l'offre de mobilité douce et donc de l'outil Loopy, puisque c'est l'outil qu'on a choisi, cofinancé historiquement. Il y a quelques campagnes spécifiques, des QR codes effectivement uniques pour avoir accès à des itinéraires, et puis le relais de communication, puisqu'on peut avoir la plus belle offre du monde. Si jamais on n'arrive pas à la faire savoir, elle n'est pas consommée, mais on peut avoir le plus bel outil numérique du monde. Si personne ne le connaît, il ne risque pas d'être non plus consulté. Si on fait une petite frise... il a fallu se replonger effectivement dans une histoire un peu ancienne, 2015, ça a été ça, c'est un peu la synthèse. C'est identification des besoins, donc en lien avec les deux partenaires fondateurs et au-delà avec les territoires et les offices de tourisme, donc à l'époque que la Charente-Maritime. On voit bien à travers le petit dessin qu'à l'époque on était vélo, parce que le choix du département notamment était vraiment axé vélo à cette époque-là, et donc c'était une volonté politique très très forte de développer le vélo en Charente-Maritime. Donc l'outil, bien évidemment, s'est concentré là-dessus au début. Ensuite, il y a eu la phase de déploiement auprès des offices de tourisme et la commercialisation, j'oserais dire presque plutôt la validation du modèle économique entre nous et les offices de tourisme, puis nous et la société Loopy, où là déjà on a vu que l'offre de randonnée, un peu stimulée aussi par ce qui existait sur les territoires, on a vite pris connaissance ou conscience que c'était une demande et qu'il fallait l'intégrer dans l'outil. 2019, l'application smartphone, nécessaire bien évidemment pour pouvoir, j'allais dire, se guider à vélo, parce qu'avec un ordinateur c'était un peu compliqué. Et en même temps, on voit bien qu'on a démultiplié également les offres de mobilité, en tout cas bas carbone,
avec l'équestre et effectivement un certain nombre d'autres transports bas carbone. 2019, et puis ensuite on a eu toute la phase effectivement de masse tourisme au niveau des 3 agglomérations, donc Royan, Saintes et Angoulême, je crois, La Rochelle. Et puis avec également d'autres offres qui sont venues s'interconnecter dans cette idée, comme le disait Gilles, d'offrir une expérience un petit peu soit de séjour, soit de transport, on va dire, multiples et qui pouvaient s'interconnecter. Et on a basculé également en 2017 côté Charente, cette fois-ci, où là, le déploiement a été dans le même modèle économique, mais un peu différemment, puisque là, en Charente, ça a été différent. C'est que nous, on a un accord avec le département de la Charente, notamment sur la même base du modèle économique, pour que ça soit équitable, mais c'est après le département de la Charente qui a fait le choix de mettre à disposition, et là c'est même plutôt les EPCI qui avaient la main plutôt que les offices de tourisme. Donc on voit une évolution graduelle de l'outil et une évolution également dans son contenu à travers les différentes typologies de mobilité douce, dans cette idée de créer à la fois pour le touriste qui était en présentiel, voire l'habitant, voire la résidence secondaire, d'avoir accès à cette offre très variée, mais pourquoi pas également à des clientèles notamment régionales, de prendre connaissance de cette offre qui, au final, quand on n'est pas du territoire, on peut avoir éventuellement un peu de mal à la trouver, sauf bien sûr des grands GR, sauf bien sûr des grands itinéraires. Donc en fin de compte, notre plus-value, elle s'est plutôt placée sur cet aspect de mutualisation, de coopération, de répondre aux besoins et puis d'avoir un outil qui soit de qualité, mais dont le coût et la construction soient en coopération et partagés. Merci Gilles, merci Olivier pour ce témoignage. On parle évidemment de ces 2 territoires qui nous ont aidés à construire l'OUPI et qui servent encore aujourd'hui de territoire d'expérimentation. Je vais en parler avec le MAS touristique. Mais on a aussi, en fait, au global, une quarantaine de destinations, puis d'autres projets qui sont équipés de l'OUPI, comme la Vallée de la Gastronomie, France Vélo Tourisme, Terre de Limousin, l'Ardèche, quelques loueurs de vélo, donc Cycle de Mion dans l'île de Léron ou Alsace Cyclo en Alsace, etc. Je ne peux pas tous les citer. Pour compléter un petit peu ce qui vient de se dire, il y a une notion de mutualisation au niveau des territoires, mais il y en a une aussi au niveau des professionnels, puisque un loueur qui s'équipe de l'OUPI, il va profiter de la donnée du territoire pour construire très facilement et très rapidement des balades, qui va le proposer sous forme de QR code, et ces balades ne sont pas accessibles dans l'application. On garde cette notion de contenu purement officiel dans l'application mobile l'OUPI. On y accède le loueur, du moins les clients de ce loueur accèdent à ces balades uniquement grâce au QR code, puisque ces contenus sont diffusés en mode, on va dire, privé. On ne les trouve pas en consultant l'application. Après, le loueur les vend ou les donne. On les incite à le vendre parce que c'est une valeur ajoutée qui prend du temps et qui prend aussi des responsabilités. Bon, ça, c'est une petite parenthèse de l'OUPI. On en a plein, des parenthèses de l'OUPI. Pour voir les détails, on a un stand, on pourra vous montrer ça de façon plus avancée. L'OUPI est devenu un outil de création de circuits depuis juin de cette année. On se contentait jusqu'à maintenant donc, de diffuser les contenus qui viennent des systèmes d'information touristique. Désormais, c'est un outil de création qui vient compléter cette création de contenu qui était aujourd'hui encore, c'est encore le cas, qui se fait à travers les systèmes d'information touristique tels Tourinsoft, Apiday, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande de création de contenu plus évolué, plus enrichi. On parle de guide audio aujourd'hui. Avec l'OUPI, on parle d'intermodalité. Donc voilà, ça, je voulais juste rattacher cela au discours précédent pour venir compléter et vous dire que ces services-là, en fait, sont des services qu'il faut voir un peu comme alimentaires pour l'OUPI, parce que la mission que l'on s'est fixée a une mission bien plus importante pour nous. On veut que l'OUPI soit une entreprise à impact. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans la réalisation d'un MAS touristique, de façon à entrer dans les années qui viennent dans l'économie carbone. Pourquoi, comment on incite. L'idée du MAS touristique est de générer des expériences touristiques automatiquement et à la volée. Un voyageur, lorsqu'il arrive sur place,
Et notre masse, oui, une notion très très importante, c'est l'échelle géographique du masse. Elle est à l'échelle d'une agglomération. L'oupi n'est pas fait pour arriver sur une destination, l'oupi est fait pour se déplacer sur une destination. Ce qu'on pourrait appeler par endroit le dernier kilomètre, même si cette définition-là me gêne, parce que le dernier kilomètre concerne les derniers kilomètres que l'on doit réaliser lorsqu'on arrive sur une destination ou lorsqu'on veut en partir. Je pense qu'on a plus intérêt à se pencher sur une définition que je n'ai pas trouvée, qui consiste à définir surtout les déplacements pendant le séjour, qui sont bien plus nombreux qu'au moment où je pars, où j'arrive. Notre mission, donc, c'est d'essayer d'inciter les voyageurs à laisser la voiture de côté, ou du moins à venir en train, ou avec des moyens de locomotion collectifs, parce qu'il y a des solutions intéressantes pour se déplacer sur un territoire. Et je voulais dire tout à l'heure, je viens de faire une parenthèse, que le voyageur, lorsqu'il arrive sur un territoire, il est un peu perdu. Il y a beaucoup plus de modes de déplacement qu'auparavant. On voit aujourd'hui des vélos sur les trottoirs, des drôles d'engins qui circulent sur la route, bientôt dans les airs. Tout ça s'est démultiplié, tout ça apporte des solutions, certes, mais apporte aussi une certaine difficulté de lecture de comment je peux me déplacer. Il y a également, dans la donnée qui est aujourd'hui partagée grâce au Open Data Transport, des oubliés. Les oubliés, ce sont pour moi les trains touristiques, les navettes fluviales dans lesquelles on peut mettre un vélo par exemple, les télécabines, les téléphériques, qui sont des moyens de transport et de déplacement pour les voyageurs. Pour autant, faut-il le voir. Donc l'idée de notre masse touristique, c'est de prendre en compte ces modes de déplacement et de calculer à la volée. Par exemple, je suis à Bordeaux, dans un hôtel, et je veux me rendre à la Cité du Vin. Il se trouve qu'à côté de cet hôtel, il y a un loueur de vélo. Donc on va calculer, c'est pas compliqué de trouver ce loueur de vélo, de calculer l'itinéraire à pied pour aller à ce loueur de vélo, de calculer un itinéraire à vélo pour aller jusqu'à l'embarcadère de la navette fluviale, de mettre le vélo dans la navette fluviale, de se rendre en bateau jusqu'à la Cité du Vin, de finir le trajet à vélo et de revenir à vélo le long de la Garonne. D'un simple déplacement, j'en ai créé une expérience touristique. Donc j'ai créé l'occasion d'un souvenir complémentaire. Et en plus, j'ai incité à l'usage de mobilités douces. L'usage de ces mobilités douces implique une économie carbone. C'est cette économie carbone que l'on veut stocker pour demain en faire du crédit carbone et alimenter les entreprises auxquelles on impose un quota et qui seront de plus en plus nombreuses à l'avenir. Le marché du carbone double chaque année et s'ouvre petit à petit aux différentes industries. Aujourd'hui, le transport n'est pas encore rentré dans le marché du carbone, ça va bientôt être le cas. Et donc, de la même manière que pour le cas particulier, vous allez voir imposer des taxes carbone pour les ordures ménagères, pour le transport, etc. Donc le carbone va envahir nos vies, c'est une bonne chose, parce que l'objectif, c'est de changer les comportements. Et à travers ce masse touristique, c'est notre intention de le faire. Donc le projet que je viens d'évoquer là, il va être expérimenté sur Angoulême, La Rochelle et Royan, où on va collecter de la donnée qui n'existe pas encore aujourd'hui, qui sont liées au transport touristique. On va se servir de tout notre savoir-faire en matière de données complémentaires et des calculs d'itinéraires dont on dispose pour mettre cela en production en 2024, commencer à estimer le carbone économisé et avancer dans cette démarche-là. Voilà le projet dans sa globalité, la mission qu'on s'est fixée, ce qui sous-entend que l'oupi va à un moment donné pivoter, mais je trouve que c'est une suite logique par rapport à son histoire. Vous l'avez vu, au début on n'était que vélo, on est passé à vélo à pied, puis petit à petit avec les années passant, on se rend compte qu'il faut prendre en compte en fait tous les modes de déplacement et qu'aujourd'hui on a le moyen, nous, d'activer des leviers pour changer les comportements. Et c'est pas en mettant des kilos de carbone au bout d'une ligne d'itinéraire, de calcul d'itinéraire, qu'on arrive, à mon sens, à influencer le choix des individus. Quand je vais chercher des carottes, les kilos, ça m'intéresse. Quand je me déplace, je ne les comprends pas. Nous, on veut utiliser le levier de l'expérience touristique pour inciter à utiliser des modes de déplacement et indiquer, dans un second temps, qu'ils ont participé à protéger leur environnement. Voilà. On est arrivé au bout. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez
quelques questions. On est là, à dispo. N'hésitez pas. Alors, je ne sais pas au niveau des micros. Donne le mien peut-être. Celui de Gilles. Merci pour la présentation. Je vais un peu mettre les pieds dans le plat. Nous, WIMAP, on est un acteur de la cartographie. L'application la plus utilisée dans le monde par les voyageurs, c'est Google Maps. C'est la plus... Google Maps revendique pour le coup 1 milliard d'utilisateurs. Je pense que globalement, il y a quand même un enjeu... il faut qu'on ait en tête cet acteur-là qui est en charge de couvrir l'ensemble des besoins qui ont été évoqués. Et en fait, ma question, elle est aussi pour les territoires. Le fait de travailler avec des acteurs comme Loopy ou autres. Quelle est la stratégie qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une stratégie qui est assumée? Ou alors est-ce qu'on essaye de ne pas voir une forme de réalité par rapport à Google, par rapport à tout ce que vous avez évoqué sur le fait de changer les comportements? Aujourd'hui, si on veut faire de la masse, on pourrait se dire on a intérêt à envoyer ces contenus, ces informations chez Google, qui, touchant suffisamment de personnes, va permettre d'être beaucoup plus impactant sur la proposition de valeur qu'on a en tête. Et l'exemple qui a été évoqué de je suis dans un hôtel à Bordeaux et je vais me déplacer en vélo, la réalité c'est que Google va dessus. Et aujourd'hui il le permet. Dans des villes comme Paris, on a les vélos en libre service, on a quand même ils sont très forts. Comment vous abordez cette forme de réalité, cette réalité, et comment les territoires s'en emparent aussi en se disant peut-être nous, on veut justement privilégier le fait de ne pas passer par ces acteurs-là en allant avec des acteurs plus locaux qu'on connaît, avec qui on est en contact. Ma question, c'est une question qui n'est pas simple, mais je pense qu'il faut aussi l'aborder parce qu'on parle trop peu de Google quand on parle du tourisme, alors même que c'est un acteur qui est sur toute la ligne de proposition de valeur du voyageur. Google est partout. Il n'est pas que dans le tourisme, il est partout. Est-ce à dire qu'on doit rester à rien faire et être pendu à ses lèvres et à le regarder faire tout ce qu'il a envie de faire? Je peux pas. On a tous nos convictions, on a tous nos envies. Et on ne peut pas dépendre de Google de tout ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est une première partie de ma réponse. Oui, effectivement, Google est un concurrent sur tout, en fait, sur tous les sujets. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas, j'ai l'impression. Après, la stratégie de travailler avec des territoires, eh bien oui, c'est aussi une manière de garder un minimum de contrôle sur l'info, sur ce qu'on a envie de transmettre. Nous, on s'est rapprochés depuis le début des territoires parce que c'est notre façon de voir. Maintenant, est-ce qu'on va atteindre la masse avec les territoires? Et si on continue de travailler avec eux et uniquement avec eux, ça risque effectivement d'être compliqué. Dans notre pivot, il faudra qu'on voit les choses un petit peu autrement et qu'on ne soit pas pendu à la volonté de lancer un marché, de remporter un marché, etc. C'est pas viable. À un moment donné, Loopy va s'installer dans les territoires sans passer par les marchés. Parce que son modèle économique, il va changer. Je ne l'ai pas évoqué là parce que je préfère le garder et du moins le présenter en tête à tête. Mais oui, vous avez raison. Je ne peux pas garder une stratégie de déploiement territoire par territoire, même si aujourd'hui on a 40 destinations. C'est ridicule par rapport à l'objectif. Un élément, oui, pardon, Virginie. Un complément, c'est alors après, je sais pas, j'ai bien compris le cœur de votre question, mais à un moment, Gilles a évoqué le mot officiel. Officiel, il l'a très bien dit, c'est la qualité, parce que quelque part il y a du suivi. Voilà, c'est la sécurité, puisqu'il y a également du suivi, du contrôle et autres. Et puis attention, il y a quand même une responsabilité juridique. C'est-à-dire qu'à un moment, si jamais un jour il y a un accident quand même d'un vélo notamment sur un domaine, alors domaine qui peut être départemental, communal ou autre, la responsabilité du maître d'ouvrage, du propriétaire est engagée. C'est une notion qu'on a un peu tendance quand même à oublier, sauf quand on est confronté à un mort. Et là, on ne l'oublie plus. Donc nous sommes, en tout cas là-dessus, c'est très clair, nous ne communiquerons jamais sur un itinéraire qui n'est pas contrôlé et officiel. C'est-à-dire que pour nous, le point minimum, c'est qu'il soit inscrit au PDIPR. Parce qu'on sait qu'il est officiel, on sait qu'il y a eu un contrôle.
Donc ça, c'est un élément par rapport à ce côté un peu d'autres modes. Hein. Je ne dis pas que les autres itinéraires ne sont pas de qualité, de sécurité ou autre, mais on n'a pas de contrôle. Bon, vous êtes dans le monde des offices de tourisme, on pourrait faire des parallèles avec les hébergements. C'est pas parce qu'on n'est pas classé qu'on n'est pas de qualité, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et puis après, par rapport à Google, on peut parler d'Airbnb, on peut parler de Booking ou autre. Nous, notre posture, elle est très claire. Nous, on a été sur le côté développement durable, on est label engagé à RSE. On a une vision, en tout cas la vision des 2 départements et la vision de Charente Tourisme, elle est très claire, c'est de conserver au maximum les plus-values sur les territoires. Donc par exemple, si je sors du champ Google, parce qu'il est partout, et l'idée c'est surtout pas de faire contre, mais par exemple sur un autre champ qui est le champ de la commercialisation, avec notamment des OTA comme Booking ou Airbnb, on est plutôt à trouver des solutions où il n'y a pas de commission, où la richesse reste sur les territoires. C'est plus compliqué. On ne dit pas du coup à des opérateurs privés, n'allez surtout pas sur Google, n'allez surtout pas sur Booking ou autre, mais attention, apprenez à le faire. Et apprenez pour conserver cette richesse. Donc c'est plus compliqué, mais c'est vrai que quand j'entends moi, alors je vais prendre un exemple d'un office de tourisme, mais qui n'est pas en France, comme ça, on sera plus tranquille. Moi, les mariages office de tourisme et puis Booking, comme on le voit par moment en Espagne à l'office de tourisme de Barcelone, ça me pose une question éthique. Alors on parle d'une société qui a du sens, qui veut du sens, qui veut bouger, etc. Mais en fin de compte, on est les premiers à ne plus vouloir bouger et à rester non pas dans une économie éthique, mais une économie de masse, une économie de richesse. Et nous, on a fait le choix de ne pas y aller. Et c'est pas contre, mais c'est simplement d'être équilibré et mesuré. Donc ça explique également pourquoi on engage ces démarches. Voilà. Vaut mieux que tu aies un micro pour l'enregistrement. Bonjour, Tatiana de l'Ardèche. Juste pour répondre en fait à ta question, nous c'était aussi le côté sécuritaire où Google ne répond pas forcément sur un territoire rural notamment comme l'Ardèche où on a une politique de déploiement de voies douces sécurisées, etc. où on a un territoire très escarpé. Et ben là, Loupi joue le jeu de la sécurité puisqu'effectivement il va proposer par défaut ces itinéraires de voies douces qui sont déployés sur le territoire. À l'inverse de Google, je viens de faire le test juste à l'instant sur un tronçon très fréquenté en termes d'usage automobile. Google va proposer cet itinéraire alors qu'on a une voie douce juste à côté et la Loupi propose cet itinéraire en vélo. Voilà. Moi, c'était juste effectivement pour compléter. Donc, tu l'as dit sur l'aspect sécuritaire. Donc, moi, Office de tourisme Rochefort-Océan, on travaille avec Loupi. Juste dire qu'effectivement, par rapport à la problématique Google, sur plein de sujets, on pourrait s'opposer à Google. Et effectivement, même si c'est une des applis les plus utilisées, si on se cantonnait à cette réflexion-là, nous, les offices de tourisme, ça fait longtemps qu'on aurait fermé boutique. On a quand même des visiteurs qui viennent chercher des informations plus qualifiées à tout point de vue. Et on n'est pas là, on n'est pas en train de justifier notre activité, mais on a une réelle demande de clientèle qui passe complètement en dehors des radars de Google. Donc moi, je pense que Google, Loupi, tout ça est très compatible et très complémentaire. Tout simplement, on n'aura pas les mêmes usages et j'avoue que j'ai utilisé Google hier pour aller à 21h40 de la gare à pied jusqu'à mon hôtel puisque le dernier kilomètre n'était pas couvert à Pau. Donc voilà, ça fonctionne effectivement. Merci pour votre présentation. Moi, c'est Olivier Marcoux. Je suis le propriétaire d'une petite boîte, d'une petite agence de location de vannes aménagées, en fait, au Québec, à Bromont, à 1 heure de Montréal. Et j'avais une question à savoir, avec le titre de la conférence, si votre application va au-delà présentement du vélo et de la marche. Est-ce que finalement, nous, on a récemment fait l'acquisition de vannes aménagées 100% électriques. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de s'intégrer d'une manière ou d'une autre? Si ce n'est pas tout de suite, ça serait quand? Dans votre application. Est-ce que vous avez un plan de développement ailleurs qu'en France? Quel est votre parcours pour les prochaines années? Alors en fait, on revient du salon de l'IFTM à Paris, là, qui a eu quelques jours.
où on y a présenté les travaux qu'on a réalisés pour le Théo Corsica Tour, qui consiste en fait à créer des itinéraires à pied, à vélo, en voiture, à moto, sous leur marque. Donc Loopy n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'API pour diffuser sur le site internet. La marque Loopy est complètement absente de tout ça. Loopy permet de le faire. Nous, on n'affichera pas du motorisé, surtout thermique, sous la marque Loopy directement. Mais des acteurs qui s'équipent de Loopy peuvent le faire en leur nom, en fait. On le fait parce que ça nous permet d'alimenter toujours du CA, et comme je dis, c'est alimentaire, pour alimenter un projet plus grand. Mais c'est possible de faire avec l'Ardèche, à créer, fut un temps, parce que j'ai vu que le petit logo avait disparu, des circuits en voiture, parce que c'est la demande des voyageurs, et parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être teubé. La voiture, elle existe, l'avion, ça existe, on ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain. Il y a des économies qui vont s'écrouler si c'est le cas. Mais les acteurs peuvent le faire avec Loopy, effectivement. Tout moyen de transport, en fait. Puis je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, enfin plus largement, c'est-à-dire pour les Charentes, pour un certain nombre de territoires, bon, on a beaucoup cité Marennes-Oléron au début parce que c'était le cas, Royan, mais on pourrait citer Rochefort ou d'autres. Et puis partout d'ailleurs, il y a une sensibilité. Il y a cette sensibilité également au développement durable, RSE, en Nouvelle-Aquitaine notamment. Le CRT, par exemple, étant un des 2 CRT français, est également labellisé RSE. Et il y a des démarches également de mutualisation et de coopération qui dépassent du coup, et je trouve que c'est quand même très positif, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de coopération, office de tourisme, en tout cas en ce qui nous concerne, CDT et CRT, avec les derniers produits lancés par le CRT sur des produits bas carbone, où bien évidemment on s'appuie sur des modes de transport qui sont des modes de transport doux, bien évidemment. Donc ça ouvre des perspectives de coopération et de sortir des silos, ce qui est toujours intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, vous avez cité à un moment donné France Vélo Tourisme. Quelle est la coordination éventuelle comment, dans l'écosystème aujourd'hui national, Loopy se positionne notamment par rapport à France Vélo Tourisme ? Alors, dans notre histoire, Loopy avait ciblé le voyage à vélo, on va dire comme modèle économique. Parce que je trouvais qu'il y avait à l'époque de plus en plus de personnes qui s'intéressaient au voyage à vélo, et surtout avec la Covid. Mais ça, on l'avait imaginé nous déjà avant. On n'y a pas trouvé un modèle économique suffisant pour porter le projet Loopy. Donc on a abandonné cette stratégie-là, d'autant plus qu'on est devenu fournisseur technologique, donc de France Vélo Tourisme. On leur laisse cette voie-là, en fait. On les fournit seulement sur des aspects technologiques. On ne va pas sur le voyage à vélo, même s'il reste encore en ligne loopy-voyage.com, qui est un outil qui permet de dessiner un voyage à vélo en quelques secondes, en calculant automatiquement le parcours, les étapes, etc. Mais c'est plus un démonstrateur qu'autre chose. On laisse cela surtout à France Vélo Tourisme qu'on accompagne sur cette stratégie-là. Voilà, ça répond à la question, je pense. Oui, la société avait été retenue il y a quelques années comme étant le prestataire dans le cadre d'une première refonte des outils, ou une amélioration des outils web de France Vélo Tourisme. Et puis, d'ailleurs, avant que j'en sois et président et membre du bureau. Et là, on est dans le cœur de métier quand même de France Vélo Tourisme. Donc, on a clairement... chacun on a exprimé nos voix et quelque part là on est plutôt dans vraiment une montée en puissance de France Vélo Tourisme qui pour moi doit être un peu l'outil de préparation, enfin le système de préparation de séjour tant pour les étrangers que les Français et le système de guidage en tout cas sur les itinéraires européens, les itinéraires nationaux et les boucles officielles, puisque l'idée, il y a toujours cette notion de sécurité. Donc là, on est dans une grosse phase de développement avec une montée en puissance des équipes
un gros plan de charge et grâce au soutien du plan vélo et d'Atout France et de l'ADEME. Donc on change un peu de braquet, même si le jeu de mots est toujours un peu facile quand on parle de vélo. Jean-Baptiste Delamona, petite question. D'abord, merci pour les interventions, parce qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'est la stratégie de long terme qu'il y a dans la complémentarité entre public-privé. Était présenté l'aménagement depuis 10 ans. Olivier, tu exprimais tout ce qui était fait en coordination et facilitateur et coopération depuis 2015 sur le sujet. Donc, c'était un petit point sous-jacent qui était vraiment intéressant. Ce matin, j'étais à l'autre atelier sur les mobilités avec une autre structure et qui s'occupe du MAS aussi, mais pour venir. C'était avec notamment Antidote. Donc je me projette en tant que territoire où on en est un peu de ce complémentarité. Demain, si je veux avoir toute la chaîne pour répondre à ce problème des 70% de gaz à effet de serre qui vient des transports dans le tourisme, sur quoi je jongle en fait? J'ai un opérateur qui s'occupe du MAS pour venir, d'autres opérateurs qui s'occupent du MAS pour le surplace. Stratégiquement, c'est de couvrir à 360 degrés ce parcours, ou si je veux mener de cette transition, il faut que j'aille chercher ces deux entreprises, ou d'autres, hein, j'entends bien. Et là, il y a des moyens humains, financiers qui sont tout autres. Est-ce que tout ça se parle en fait? Pas humainement, hein, technologiquement, moi je suis une bille sur ça, donc c'est sur toute la chaîne de transport. Bon, moi, je suis une bille sur plein d'autres sujets, plus que simplement celui-là, mais peut-être que Fabien répondra sur l'aspect technique, mais comme on parlait tout à l'heure de FVT, dans l'évolution de FVT, notamment dans le financement de l'ADEME ou autre, il y avait une notion, bien évidemment, d'intermodalité. Alors là, pour le coup, je suis parisien, je veux faire la Vélo du Sou, je prends cet exemple, donc j'arrive à Nantes, comment je fais, mon point d'arrivée c'est Bordeaux, comment je fais pour retourner alors soit à Nantes, soit à Paris, bon bref. Donc il y a ça. On a commencé quand même à gratter sérieusement depuis quelques mois, très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pris de décision encore, mais moi tous les éléments qui me remontent, c'est que pour le vélo, hein, je parle pour le vélo, pour l'instant, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas dans un souci de qualité de service, c'est-à-dire qu'on peut balancer une information qui dit « Ah, il n'y a pas de souci, vous prenez le train, vous mettez votre vélo, vous arrivez à Nantes, machin et nul ». Sauf que dans les faits, on est comme ça parce qu'en fin de compte, il n'y a aucune sécurité de l'information. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, par rapport aux informations que j'ai, c'est encore malheureusement une vue de l'esprit. C'est théorique. D'un point de vue de sécurité de l'information et de sécurité de service, on y va un peu à la hussarde quand même. Donc pour l'instant, je ne sais même pas si on pourra assumer au niveau de France Vélo Tourisme cet élément qui est néanmoins essentiel, puisqu'on sait de la grosse problématique de l'itinérance vélo, c'est quand même la logistique, et notamment la logistique d'arrivée et la logistique du retour. Donc bon, voilà. C'est vrai, des masses, il en existe de toutes les couleurs. On parle de dimension géographique, il y en a qui sont faits pour venir sur la destination et d'autres se déplacer sur la destination. Nous, intégrer le transport pour venir, c'est compliqué. Je pense que de la même manière que c'est compliqué de traiter le déplacement sur place, il faudra que ces masses communiquent. Je pense que c'est la seule solution, à mon avis. La définition du MAS aussi, elle est très large dans les couches fonctionnelles qu'elle propose. De la recherche d'itinéraires en passant par le paiement aussi. Antidote a avancé sur des notions de paiement. Nous, on avance plutôt sur la génération d'expérience et plutôt sur le carbone avec un regard complètement différent. Donc on voit bien qu'un MAS peut être tentaculaire, peut attaquer le problème de différentes façons, et il n'y en a pas qu'un, il n'y en aura jamais qu'un, je pense. J'ai oublié de citer la région Nouvelle-Aquitaine qui nous aide financièrement, à la fois à Nouvelle-Aquitaine-Morsage et le dispositif Proto Impact qui a financé avec Charente Tourisme aussi et ses partenaires le MAS pour 2024. T'as aucun sens de la hiérarchie, c'est pour ça que moi j'ai cité le CRT à deux pour reprises. Pas qu'on me tape sur les doigts après. Sinon Aurélie va m'engueuler, elle aura bien raison. D'autres questions? Eh bien, il est 15h34. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.